Tellement court. Merci, Madame la Présidente. J'en aurais eu pour probablement 3 heures de contenu. Je salue toute l'équipe également de la ministre qui sont toujours accessibles. J'ai eu à m'entretenir durant la crise, justement, avec quelques-uns d'entre vous. Je vais commencer par le programme PAFIR, étant donné qu'on s'est rencontrés, la ministre et moi, justement, dans sa tournée et qu'on sait que la salle était pleine. Il y avait beaucoup de demandes. Là, ça dépassait largement le budget qui avait été préparé là, des 2 gouvernements. Mais tout de même, j'étais curieuse de voir parce que quand les annonces ont commencé à sortir, bon, j'étais bien déçue qu'il n'y ait rien de retenu dans mon comté. Mais finalement, je regarde un peu qu'est-ce qui a été donné par région et je ne suis peut-être pas celle qui est le plus à plaindre. Je me demande, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec la Côte-Nord? J'ai le tableau, par exemple, qui est de l'aide. L'aide estimée, j'essaie de voir si c'est les 2 paliers. Côte-Nord a reçu 587 804 $. C'est les 2 paliers. Je me demande parce que je sais que mon collègue de René Lévesque attendait impatiemment les annonces, là, étant donné qu'il y avait des demandes beaucoup aussi dans sa circonscription. Alors, comment on a réparti ces enveloppes-là exactement? Oui. Bien, merci pour les bons mots dans un premier temps. Puis pour l'équipe aussi, je pense que c'est vraiment une grande volonté puis un mot d'ordre au sein du cabinet puis au sein du ministère aussi d'être là pour tout le monde. Puis là, je ne prendrai pas plus de temps parce que je sais que vous avez plein de questions. Le PAFIR, je suis très fière du travail qui a été fait pour la répartition des enveloppes. Il faut comprendre qu'on a eu pour 1,5 milliard de demandes. On avait 294 millions à donner pour les différents projets, 623 projets qui ont été demandés. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment une répartition dans toutes les régions. Une répartition aussi dans le genre d'infrastructure, que ce soit quand même plusieurs types d'infrastructures, mais aussi plusieurs type d'envergure d'infrastructures. Donc, on avait des infrastructures à 20 millions. 20 millions, c'était 20 millions de financement. 20 millions était le maximum, mais on a aussi on a 44 projets en bas de 50 000 $, donc pour soutenir, puis souvent dans les plus petites municipalités. Donc, s'assurer vraiment qu'il y a une répartition un peu partout. Une répartition, comme je le disais, même aussi dans les partis politiques, puis vous pourrez faire... en tout cas, moi, je continue, je suis déçue quand même. Oui, mais vous pourrez faire le calcul, là, puis il y a vraiment une répartition qui représente à peu près ce que sont les oppositions et tout ça. Donc, il y avait vraiment le souci d'en donner à tout le monde, parce que ce n'était vraiment pas un exercice politique. Pour moi, puis je l'ai dit beaucoup dans ma tournée, l'important, c'est que les gens puissent avoir accès à des infrastructures de qualité pour bouger. Parce que moi, dans ma reddition de compte comme ministre responsable du sport et des loisirs, ma cible, c'est que les gens augmentent leur quantité d'activité physique. Alors, c'est ça mon objectif. Et mais donc, la Côte-Nord, avec l'argent qu'on y a attribué, on peut dire que c'est mission accomplie versus Montréal, qui en a eu 100 fois plus. On se dit les jeunes auront à peu près l'équivalent. Je veux dire, à quel point c'est équitable. Oui, bien, c'est sûr que c'est pas parfait. Oui. C'est pas parfait, c'est pas une répartition parfaite. C'est aussi en fonction des projets qu'on a reçus. Il y a une évaluation, puis ça aussi, c'est important. Là. On faisait pas juste répartir les projets en fonction de dans quelle région ils sont puis dans quelle partie ils sont. Mais d'abord, il y avait une évaluation de la qualité des projets. Quand je vous dis 623 projets, chaque projet se comparait avec des projets de même envergure. Alors, il y avait de tout ça, là, mais tout a été pris en compte, mais on s'est vraiment assuré que ce ne soit pas un choix politique puis qu'il y en ait pour tout le monde partout à travers le Québec. J'aurais aimé quand même savoir combien il y a eu de projets sur la Côte-Nord. Il y a eu 6 projets, 2 activités. En fait, oui, mais c'est ça. Ne pas vous interrompre, s'il vous plaît. En fait, c'est parce que moi, je sais à quel point j'ai aidé justement à ce que ça fonctionne dans les critères chez nous. Donc, j'imagine que l'exercice a été fait ailleurs aussi pour essayer le plus possible de cadrer. Donc, je ne prends pas la justification de dire que les projets ne cadraient tous pas. Bon, en tout cas, on aura chacun notre analyse, mais je vais passer tout de suite au prochain sujet, il y en a trop. En fait, récemment, il y a eu dans les médias là, des critiques concernant encore la contribution des parents dans les programmes sport ou sport-études ou hors-études. Bref, ça peut être jusqu'à 14 000 $ encore là, pour accéder au hockey dans des équipes. On parle encore, ça fait très élite encore là, en 2021. Puis moi, c'est vraiment dans mes convictions que les jeunes puissent tous avoir la même chance
et de pouvoir performer dans les mêmes niveaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le plafonnement, je sais que le ministre de l'Éducation avait reculé sur la proposition de plafonnement. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ça pourrait être une mesure à implanter pour assurer l'équité pour tous les jeunes? Bien, en fait, une chose qui est importante de préciser dans les programmes sport-études, les frais de 14 000 par exemple, sont des frais qui sont associés, par exemple, puis le programme sport-études s'adresse à notre élite, donc 9 000 élèves à peu près, là, qui sont identifiés par leur fédération pour pouvoir suivre leur programme sport-études. Maintenant, pour justement pouvoir maintenir leur entraînement puis avoir accès à des plateaux sportifs et tout ça. Donc, il y a des frais qui sont engendrés, qui sont chargés, qui peuvent aller jusqu'à 14 000 pour avoir un camp d'entraînement, par exemple, de ski alpin à l'extérieur de la province. Donc, évidemment, ces frais-là ne pourraient pas être refilés aux contribuables. Donc, ce sont nos athlètes élites qui choisissent de maintenir une forme d'entraînement, puis qui ont un aménagement avec leur horaire scolaire. Donc, c'est sûr que ça engendre des frais, mais les frais de gestion de l'école, par contre, ne sont pas du tout de cette envergure-là. Puis ensuite, il y a les programmes particuliers qui aussi, il y a des frais qui sont chargés aux parents pour, justement, pour avoir accès à des plateaux d'entraînement et tout ça. Mais par contre... Mais en fait, dans les 9 la ministre, dans les 9 000, justement, l'élite, moi, je comprends que c'est parce qu'il faut atteindre un certain niveau, ça ne concerne pas tout le monde, ces programmes-là, mais quand même, ça veut dire qu'une famille moins nantie qui a un prodige là, en sport, quand même, ne pourra pas accéder parce qu'il n'y a pas le 14 000 pour aller en hockey ou les autres sports plus onéreux. Là. Moi, c'est dans la question de l'équité. Est-ce que le gouvernement pourrait essayer d'intervenir ou d'aider financièrement? Ça, en fait, ce serait la même chose que soutenir tous les clubs sportifs, parce que là, on parle des mêmes athlètes. Donc, un jeune qui s'entraînerait, qui ne serait pas dans un programme sport-études, mais qui est quand même identifié élite relève par sa fédération, ce que vous proposez, c'est qu'il faudrait le soutenir financièrement. Parce que c'est exactement ça. Ce sont ces élèves-là qui sont identifiés par leur fédération, qui ont un aménagement en classe. Le programme sport-études, parce que souvent, on confond sport-études et tous les programmes ou les concentrations sport, toutes les concentrations sport. Mais le programme sport-études, c'est vraiment nos athlètes qui sont identifiés par leur fédération, donc qui sont élite relève. Puis des fois, on compte des places dans un groupe avec d'autres athlètes. Là. Donc, mais un athlète... Mais c'est sport-études d'école publique, là. C'est sport-études, école publique, mais il reste que ce sont quand même des athlètes identifiés, au même titre que nos patineurs artistiques qui ne sont pas dans un sport-études, mais qui pratiquent de façon intensive, puis qui sont sur l'élite, sur la relève, qui ont des frais de la même hauteur, puis peut-être plus aussi, doivent débourser. Et là, c'est sûr que... Moi, dans le plus fou de mes rêves, je voudrais que tous les enfants puissent faire du sport sans payer de frais. Mais évidemment, quand on parle de camp d'entraînement à l'extérieur du Québec pour faire un camp de ski, bien évidemment, on ne peut pas faire payer toute la population pour soutenir ces non, mais les disparités demeurent, ce que je comprends. 1 minute 15, j'ai de la misère à voir lequel que je vais choisir individuellement. Parce que pour moi, c'est tellement important, l'activité sportive aussi dans les régions éloignées. On sait qu'il y a des frais qui sont difficiles à assumer parce que c'est des bénévoles à bout de bras qui essaient de... Donc, le transport est toujours un coût important. On s'en est déjà parlé. J'aimerais qu'on me dise, on est où avec ça? Je sais que la pandémie a coupé un peu les événements. Qu'en est-il de l'aide? Bien, ça, c'est très intéressant parce que dans la tournée, ça a été, en région, évidemment, ça a été beaucoup mentionné, l'importance de soutenir financièrement pour le transport, parce qu'on sait, quand on part de Gaspé pour aller faire une compétition à Québec, bien, il y a des gros frais. Alors, on a ajouté 4 millions, justement, pour le transport en région, pour, justement, faire en sorte... Là, dans le budget présent, là. Donc, là, ça va être le plus rapidement possible. Parfait. Est-ce que j'ai du temps, Madame? 20 secondes. 20 secondes. Harcèlement et abus dans le sport, on en est où? Bien, ça, c'est probablement ma plus grande fierté d'avoir introduit l'officier indépendant des plaintes. Donc, à partir du 1er février 2021, il était en fonction. Il est en fonction. Oui. Okay. Alors, quelqu'un... Merci. N'importe quel...